Alright, bienvenue sur le 694 podcast. Max, on est sur number 5. 5e épisode, welcome back. Et pour ce 5e épisode, je trouve que t'as une bonne mine. C'est vrai? T'as un beau teint. C'est gentil. Explique un peu d'où ce teint vient aller. Bah écoute, j'ai repris un peu du poil de la bête par rapport au précédent podcast où je pense que j'étais pas dans le meilleur des états. Ah, parce que t'as une nouvelle coupe en plus. Une nouvelle coupe. Écoute, c'est un nouvel homme que t'as devant toi. Non, bah écoute, je suis parti quelques jours en retraite. C'était pas une retraite spirituelle. Non, et pas super énergisante non plus. Et pas super énergisante. J'ai pas eu l'occasion de vraiment recharger à 100% les batteries. On est parti à Dubaï. Ouais. À Dubaï et ses alentours. On a été rendre visite à un couple de très très bons amis. Et Dubaï dans... Qu'est-ce que je peux en dire? Il m'a manqué un peu de verdure. Ouais, tu m'as dit qu'il y avait de la montagne, chose qu'on peut tous apprécier. Exact. Mais justement, on a dû aller un petit peu s'excentrer de Dubaï. Ah ouais. Parce que dans Dubaï même, il n'y a pas de montagne. La seule chose que tu peux voir, c'est quelques buildings. Mais heureusement, on a réussi à être capable d'aller un petit peu plus loin, un petit peu dans les alentours et aller découvrir cette nature. Parce que dans Dubaï, il m'en a manqué un petit peu. Il y a énormément de bonnes choses à faire, je pense. Mais voilà, c'est pas, je ne sais pas si j'y retournerai, mais on est content, on a apprécié. Et pas les plus reposants, parce que partir avec une petite d'1 an... Je te l'avais dit. Ouais. Je l'ai pas encore vécu, mais je te l'avais dit. À la maternité, on m'avait pas dit ça, mais on m'avait pas prévenu. Mais écoute, c'est fait, c'est chose faite et on revient un petit peu fatigué, un petit peu cerné malgré tout, mais on a récupéré et voilà. Bah, je pense que c'est une ville à faire. Hein. Tu l'avais un peu dans la checklist et ça reste impressionnant, ça reste une chose à voir. Et puis après, c'est-à-dire qu'à cet emplacement, tu sais voir des bodybuilders d'une taille assez impressionnante. Et je pense que c'est même la chose que j'ai appréciée le plus, c'est d'aller voir cette salle de sport que j'avais dans ma liste. Ouais. Et quand on était sur place, et j'ai dit à Marine, ben voilà, finalement, j'ai adoré Dubaï. J'ai pu voir la salle de sport. Et voilà, on est reparti de là. Et ouais, ça a fait un petit peu de bien quand même. Tu m'as dit que tu te sentais quand même un peu petit dans ces salles de fitness, hein? Ouais. Impressionnant à quel point, je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais on a clairement des standards qui sont complètement différents par rapport à la Belgique, c'est sûr. Mais je me sentais, et Marine qui était là, en rigolait. Elle me filmait et elle me dit, mais t'as l'air tellement... pas pour dire le mot, elle m'a dit, t'as l'air vraiment ridicule à côté de... Mais je sais pas comment je dois le prendre, parce que si je trouvais que j'avais encore j'avais une taille un peu normale. Parce que, comme tu disais, c'est un autre monde en fait. Hein. Une fois que tu rentres un peu dans cette ville, c'est un autre univers. C'est ce qui est très enrichissant quand tu fais des voyages. Et comme je l'ai un peu partagé sur les réseaux, c'est au-delà même de juste l'aspect vacances, c'est de pouvoir découvrir un peu une culture, en tout cas un fonctionnement différent. Et tout ce qu'un pays peut mettre en place pour son peuple, ou en tout cas pour rendre un peu la vie... différente, parce que c'est un pays où on mise beaucoup sur le service et tout est rendu très facilement accessible par rapport à ici où on peut galérer sur beaucoup de choses. Ouais, bah écoute, pas ressourçant du coup, mais avec des informations quand même et un peu une découverte qui reste intéressante. Exactement. Et de ton côté, comment s'est passée mon absence? Bah écoute, l'athlète qui est devant toi ne fait qu'avancer, hein, charbonne, je suis toujours à 15-16 heures d'entraînement, toujours en train d'expérimenter quand même pas mal de nouvelles choses. Ouais. Je dirais que le corps s'acclimate. Ouais. Ah, il est temps. Ouais, parce que ça fait quand même 5 bonnes semaines maintenant que l'après pour Michael a commencé. Ouais. Et écoute, non, la petite routine, hein, j'ai resté très routinier par rapport aux cours, par rapport à tout ce qu'on doit faire, le développement de tous les autres projets. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment où j'ai réfléchi. Ah ouais? Un de plus? Bah, je réfléchis beaucoup, ça c'est connu. J'aime bien être deep sur ces pensées, mais c'est vrai que là, c'est une petite réflexion que j'ai eue suite à plusieurs cours. Et j'ai pas vraiment réfléchi de façon très précise sur le sujet, mais ça a été une pensée. Okay. Et cette pensée, quelque part, a amené un petit peu le sujet du podcast aujourd'hui. Et cette pensée, c'est de te dire comment, à l'époque, quand nous, on a commencé les entraînements, qu'est-ce qui a fait que naturellement, on n'a pas eu besoin de guide, on n'a pas eu besoin de quoi que ce soit pour trouver cette discipline sur les entraînements. Ouais. Tu vois, cette rigueur. Ouais, ultra bonne question, ultra bonne réflexion.
Je t'avoue que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu l'occasion d'y penser. Non, pas là-bas. Non, pas pour l'instant. J'ai pas eu le temps d'y penser sur les jours précédents. Mais du coup, très curieux d'avoir un petit peu cette réflexion et jusqu'où est-ce que tu as réussi à la pousser et comment. Qu'est-ce qui a fait que. Mais écoute, c'est intéressant parce que du coup, il faut se replonger un peu il y a quelques années parce que quand j'ai commencé le fitness, pour moi, c'était à 15 ans. Et j'ai pas vraiment la réponse pour laquelle j'ai réussi à avoir une discipline très régulière et très directe. Je pense que c'est un peu naturel aussi et qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être plus de faculté à trouver une certaine rigueur, une certaine monotonie, tu vois, dans la chose. Mais tu vois, quand je me suis posé, quand j'ai réfléchi par rapport à d'autres personnes, ou tu sais, même en termes de compréhension de patterns de mouvement, mais là on parle plus dans le terme de rigueur, de discipline et de faire en sorte que les entraînements fassent partie de soi, vraiment d'une identité. Ma réflexion en fait a été amenée à que il y avait une certaine habitude. Et cette habitude est un peu le sujet principal de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et que cette habitude était de rester profondément curieux. Ouais, cultiver cette curiosité. Cultiver cette curiosité, c'est vraiment ça. À l'époque, quand j'avais encore 15 ans, donc en pleine ado, j'étais pas du tout dans le milieu du fitness, loin de là, je faisais du tennis. Comme toi à l'époque. On a le même background exact. à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand t'es ado, forcément, t'as pas la même maturité que celle qu'on a aujourd'hui. Mais à cette époque, c'était vraiment une recherche de changement physique. Je ressentais vraiment le besoin que j'avais besoin de me muscler. Je n'appréciais plus la façon dont je portais mon regard vis-à-vis de ma composition corporelle et que quand t'as 15 ans, t'es un peu dans cette période de doute où tu te cherches. C'est ça. Où tu as besoin de créer. C'est ce moment-là, je pense, où tu crées ton identité aussi. Et du coup, tout le processus, en fait, qui nous a amené, je pense, à investiguer dans cette recherche de développement personnel, d'être meilleur, d'être plus performant, d'investiguer dans le corps humain, dans le mouvement, dans notre physiologie, dans un peu comment est-ce que le corps humain fonctionne, en fait. Mais la seule réponse que j'ai réussi à trouver un petit peu à cette réflexion était que c'était une recherche de curiosité et que le fait de pouvoir directement trouver un certain rythme dans mes entraînements, je me rappelle à l'époque c'était 3 entraînements, c'était dans une toute petite salle dans le fin fond de Wavre et c'était très très local et il y avait rien de fou, mais à 15 ans je me rappelle vraiment super précisément que j'avais eu ce déclic, tu vois. Je voulais me muscler, j'ai trouvé une salle, il y avait 3 entraînements qui étaient proposés, j'avais un coach à l'époque qui m'avait fait son petit programme, tu sais, avec encore les clés que tu mets dans les appareils techno gym là, tu vois, où tu avais un petit programme qui défile. Donc ça c'était à l'époque, mais je me suis tenu à ces 3 entraînements dès le départ. Et que au final, cette discipline et ce choix que j'ai mis à ce moment-là d'être très rigoureux sur ces entraînements de résistance qui ont été après forcément progressés et améliorés, mais ça a eu un déclenchement positif sur tout le reste de mon développement et de cette recherche d'amélioration. Ouais, ça a créé des habitudes. Ça a créé d'autres habitudes, il y a eu un peu un effet boule de neige qui s'est fait et que ça a été vraiment un moment super puissant qui a été après forcément alimenté par d'autres choses, mais ça a été une habitude qui a été créée. Et donc je voulais vraiment discuter avec toi là-dessus, de pouvoir rentrer un peu plus en profondeur sur ce sujet et de plonger à quel point une habitude peut avoir un impact très 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 fort sur notre quotidien. Ouais. Donc, mais c'est compliqué, j'ai l'impression de parfois mettre des mots et je pense qu'à 15 ans quand on démarre, on se pose pas cette question. Non. Tu rentres dans une salle où tu découvres une nouvelle modalité, tu le fais. Tu apprécies, tu en prends tous les avantages, mais tu te poses pas la question de savoir pourquoi, comment, est-ce que tu vas en faire une routine sur du très long terme. À 15 ans, on n'y pense pas. Maintenant, c'est avec la réflexion qu'on a un petit peu plus et le recul qu'on a, on arrive à poser des mots là-dessus, mais comprendre que c'est le fait d'être curieux qui va nous apporter cette discipline parce qu'on veut continuer à attiser cette curiosité et que le seul moyen de continuer à nourrir cette curiosité, c'est de pouvoir être un minimum discipliné, on s'en rend pas compte.
Et c'est maintenant qu'avec des réflexions comme tu as, que c'est intéressant de pouvoir y mettre des mots et d'arriver à comprendre quelles sont les habitudes qu'on peut mettre en place. Si on doit reprendre un peu cette définition, moi je l'aborderais plus dans une optique pour se dire que c'est un comportement qui a été répété et qui a été suffisamment répété pour que ça soit automatique. Un peu comme une routine. C'est une routine. C'est une routine. Et on sait qu'une habitude, elle peut être positive comme elle peut être négative. Là, pour le coup, ça a été un renforcement positif qui s'est fait petit à petit parce qu'il y a eu cette base d'entraînement de résistance qui a été mis dans mon quotidien. Mais au final, le but d'une habitude, c'est de pouvoir économiser de l'énergie et de résoudre un problème qui est récurrent. Tu vois, et que le problème à l'époque, c'est que j'aimais pas du tout comment mon physique était et qu'il fallait trouver une solution. Ouais. Et que, va savoir pourquoi, à l'époque, instinctivement, c'est venu à moi de pouvoir mettre cette phase d'entraînement résistance et d'y prendre goût. Tu vois, parce qu'au final, si je n'avais pas accroché, peut-être de par l'environnement, de par peut-être le coach que j'aurais pas aimé, qui était en face de moi à l'époque, peut-être qu'il y aurait eu un autre processus et un autre changement qui se serait mis en place. Mais au final, une habitude, c'est ça. Et on sait à quel point les habitudes sont importantes. Et je voulais avoir un peu ton retour avant d'investiguer un peu plus sur cet aspect. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu as ressenti à l'époque que c'était aussi une habitude que tu as réussi à mettre en place de façon instinctive, où il y a eu un autre acheminement? Non, je pense que si de mon côté, je dois vraiment me replonger, j'ai commencé un petit peu comme toi. Hein. J'ai eu l'occasion de rentrer dans une salle de fitness qui se trouvait sur le chemin de l'école. Ah ouais. Et je pense que je devais aussi avoir plus ou moins 15 ans. J'avais été renvoyé de mon école. Ouais. J'ai été renvoyé. Tu m'as pas encore dit ça, mauvais élève? Ouais, non, j'ai été renvoyé, puis je sais plus. Je sais pourquoi. Je ne dois pas spécialement le dire, mais pour une accumulation de petites choses, j'ai été renvoyé de mon lycée. Ok, tu me diras ça après. Et du coup, j'ai dû changer d'école. Et j'ai dû un petit peu m'émanciper parce que tu sais, j'allais à l'école à l'époque, soit en voiture, soit l'école était très très proche de la maison. Et en étant renvoyé, en changeant de lycée, j'ai dû commencer à prendre le tram. J'ai dû aller beaucoup plus loin que ce que je faisais à l'époque. Et il y avait une petite salle de sport et j'y suis rentré parce que même chose, je pense que j'avais un peu cette envie de changer mon physique. On m'appelait et ça, je dois remercier mes cousines parce que c'est grâce à elles que finalement je me suis forcé à aller en salle, mais on m'appelait Mister Cellulite. Mister Cellulite. En gros, tu dois te dire qu'à l'époque, je mangeais, je pense, un pot de compote de pommes par jour. C'est là que la compote vient. Je mangeais de la compote sur tout et n'importe quoi. Et je pense que du coup, j'avais un peu trop de sucre. Et tu sais, à 15 ans, tu prends, tu vois. Et donc, je suis rentré dans cette salle de sport. Et depuis le jour 1, et honnêtement, je pense que je peux le dire maintenant, je n'ai jamais arrêté plus de une semaine, grand maximum. Et si j'ai arrêté une semaine, c'est parce que j'ai été forcé. Mais qu'est-ce qui explique que depuis ce jour-là, j'ai gardé cette habitude et un peu cette discipline? Je peux pas te l'expliquer. Non, tu vois, c'est moi non plus. Hein. À part que oui, il y a cette curiosité et comme tu l'as dit, à partir du moment où tu as cette curiosité de vouloir changer, et en tout cas que c'est très profond, c'est ancré en toi, tu sais que tu veux avoir un changement, là en l'occurrence c'était un changement physique, mais tu n'as pas le choix que d'être curieux sur la manière dont tu vas pouvoir avoir ces changements. Ouais. Donc il faut que tu sois curieux parce qu'il faut que tu fasses tes recherches, il faut que tu puisses aller un petit peu t'instruire à gauche, à droite, prendre des informations de ceux qui sont capables de donner. Donc ça te demande d'être curieux, ça te demande d'être ouvert, ça te demande d'être à l'aise avec le fait de ne pas savoir et de chercher cette information-là. À partir du moment où tu as cette curiosité, t'as pas le choix que d'en faire une habitude parce que sinon, tu n'arriveras simplement pas là où tu as envie d'arriver. Et je pense qu'aussi à cette époque, c'est parce qu'on est fort ignorant aussi. Tu vois, on s'attend pas à se dire, OK, on va estimer le temps que ça prend ou parce qu'on a déjà un agenda qui est super compact et tout. Non, tandis parce que quand t'as d'autres, t'as le temps. À l'époque, t'as que ça à faire. C'est ça. Moi, j'allais à l'école, je revenais. Si je loupais pas des cours, j'allais m'entraîner plus tôt. Ouais. Et voilà, c'était très, très, très simple. Et finalement, peut-être que ça vient de là. Peut-être que j'ai pas l'explication, mais à quel point est-ce que peut-être cette discipline, ou en tout cas cette rigueur, a été bâtie sur nos années plus jeunes,
probablement que ça pourrait venir de là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui démarre quelque chose et qui s'y tient? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui lâche? Ouais, ça c'est des réflexions encore plus complexes. On va pas aller. Je pense là-dedans aujourd'hui parce que c'est clair que ça peut, c'est multifactoriel et on peut pas vraiment avoir la réponse. Je pense que c'est juste une accumulation de choses et d'événements et de situations familiales. Ouais. C'est vrai que moi pour le coup, je me rappelle déjà que j'étais super intrigué juste sur cette composition physique et que les physiques esthétiques et musclés m'attiraient déjà. Toi, moi, j'avais déjà Arnold dans ma tête, Rocky, tous les muscles comme ça, tu vois, en tant que garçon ou même ado, je sais pas, j'aspirais à ça. Et ça, pareil, hein, t'en entends beaucoup. En tant que petit garçon, soit t'es attiré plus par des joueurs de foot, soit t'es attiré par des bodybuilders. Tu vois, je pense dans notre cas, que ce soit toi comme moi, le foot m'intéressait très très peu. Non, moi j'avais 2 pieds gauche. Donc, mais par contre, tu pouvais me parler de n'importe quel bodybuilder ou un peu film d'action et c'était ok. C'est clair, avant. Tu vois, je pense qu'on a un peu tous cette sensibilité. D'où ça vient? Encore une fois, on va pas y répondre maintenant parce que je pense qu'on pourrait partir dans un débat beaucoup plus long. Mais donc voilà, pour revenir un peu, non, j'ai pas de moment précis, mais ouais, c'est encore une fois une habitude qui a été un peu qui est venue de façon un peu instinctive. Ouais, c'est vrai que à cette époque forcément, j'avais aucune idée de ce que c'était même une habitude, je pense. Tu vois, à cet âge-là, tu fais pour faire. C'est ça. Il n'y a pas encore cette réflexion qui se fait. Mais moi personnellement, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais c'est vrai que pendant la période du Covid, si je me replonge un peu dans cette période. Ça a été vraiment une période très, très, très puissante. Je pense que pour beaucoup de monde, on se souviendra toutes et tous, parce qu'on l'a vécu de différentes manières. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais, je pense, en 2e année de bac à l'UCL. Donc j'étais en plein dans mes cours, suspendu de cours, tu dois au moins aller à l'UCL. Donc c'était la belle vie, quoi. J'étais chez ma mère, j'avais rien d'autre à faire que de faire du sport. Il faisait super beau pendant cette période. Ça tout le monde. Donc période vraiment super, super riche, mais va savoir pourquoi aussi, de niveau à ces périodes, j'ai vraiment eu cette recherche de développement. Vraiment très, très curieux sur le développement personnel. C'est le moment où j'ai acheté des bouquins alors que je ne lisais jamais avant. Je me rappelle, le premier livre que j'ai acheté, c'était sur l'intelligence émotionnelle. Tu vois, c'était déjà un sujet qui m'intriguait à ce moment-là. Et je pense que de par le fait qu'il y avait beaucoup plus de temps, il y avait un peu... ces choses qui se sont mises. Et c'est vrai qu'un autre bouquin que j'ai acheté à ce moment-là, c'était Atomic Habits de James Clear. Je vois bien. Et donc, j'avais envie de l'utiliser justement aussi aujourd'hui dans le thème de ce podcast parce que à ce moment-là, ça a été cette période où j'ai investigué un petit peu plus dans ce sujet, d'habitude, et de comprendre un petit peu les mécanismes psychologiques qu'il y a derrière et de mieux comprendre un petit peu à quel point avoir des habitudes positives qui sont ancrées dans ton quotidien améliore ta vie. Tout simplement. Donc en fait, c'est un petit peu ce Covid. Bon, il a apporté beaucoup de choses de négatives, mais il a apporté aussi beaucoup de choses de positives parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu du temps et t'as pas eu le choix que d'avoir un petit peu cette introspection qui a dû être faite. Et donc, si on doit un peu résumer, c'est vraiment ce moment charnière où tu as accumulé toutes ces années où tu crées déjà un petit peu cette habitude, mais tu n'avais jamais vraiment pris le temps de le conscientiser. Et c'est probablement durant ces années Covid que tu as vraiment eu l'occasion de pouvoir y mettre des mots davantage et de comprendre un petit peu plus tous ces mécanismes derrière. Ouais, c'est totalement ça. Et je pense qu'en tant qu'introverti aussi, du coup, c'était une super période, tu vois, parce que je ne devais voir personne. Il y avait tout qui était dans mon quotidien pour que je puisse vivre de façon juste hyper spontanée et de façon juste super enrichissante, quoi. Et dans ce livre, je vous encourage absolument à lire ce livre si ça n'a pas encore été fait parce que c'est vraiment un best-seller, ce livre. Donc Atomic Habits de James Clear. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas combien de copies il a été vendu, mais je sais que ça a été vraiment un gros carton. Il explique beaucoup de choses intéressantes sur justement ce concept de habit. C'est que le titre du livre, Atomic Habits, fait référence au fait que c'est à chaque fois ces micro-décisions, ces micro-choix, ces micro-répétitions qui font que, au bout du compte, on crée une habitude, un changement. Il parle beaucoup de système aussi. Le fait que ces habitudes, pour qu'elles soient ancrées, il faut certaines choses, certains principes. Et l'un de ces principes qu'il évoque dans le livre, c'est ce point qui
reprend 4 étapes clés pour qu'une habitude soit intégrée. Ok. Est-ce qu'elles sont-elles? Il disait qu'il fallait que ça soit obvious, donc évident. Il fallait que ce changement soit attractif. Ok. Il fallait aussi que ça soit facile et que ça soit satisfaisant. Ok. Et que quand tu mets ces 4 points, tu as beaucoup plus de chances à pouvoir créer une habitude. Ok. Donc un peu comme si c'était un mode d'emploi. Ouais, c'est ça. Ok. Il parlait de beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est vraiment un point sur lequel je me rappelle. Et par exemple, tu vois, si on doit mettre un exemple. Ouais, j'allais dire. Parce que du coup, pour mettre un petit peu dans le contexte, donne-nous un exemple de ce que ça pourrait donner. Ben, un exemple qui pourrait être utilisé, c'est de se lever plus tôt. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est l'époque aussi où j'ai commencé à me lever à 5h, 5h30 du matin. Il y a eu les cold showers qui ont été mis en place dans mon quotidien. J'ai commencé à lire, donc tu vois, donc j'étais aussi un nouvel homme, tu vois, pendant le Covid. C'est un peu la routine d'Instagram qu'on peut voir. Mais je sais pas pourquoi, ça a été vraiment de nouveau une curiosité très très forte qui s'est mise en place, mais pour toute personne qui voudrait éventuellement se lever plus tôt. Ouais, donne-nous ton secret, parce qu'on en a besoin. Eh ben, la première chose donc, que James dit, il faut que ça soit évident. Pour que ça soit évident, ben, pour se lever plus tôt, il faut déjà avoir 1 heure de réveil clair qu'on met la veille. Au préalable. C'est un processus qui ça va être évident. Tu sais que ça va se produire. Ok. Donc ça, c'est par exemple pour le premier point. Pour le côté attractif, ben, on va essayer de lier une autre action avec, par exemple, ce réveil. Parce pour peu que ça soit possible. Hein. Ouais, il le faut, parce que si on veut que ça soit quelque chose qui est répétable, il faut qu'on aime faire cette chose, tu vois. Mais du coup, il va falloir se forcer à trouver quelque chose de très attractif à faire à 5h du mat. À 5h du mat, tu peux te faire un petit café. Exactement. Voilà. Tu peux faire un peu de journal. Tu peux aller faire un run, si tu apprécies le run et que tu as justement essayé de combiner ces 2 actions ensemble, tu vois. Tu peux marcher, tu peux simplement quitter ton lit et démarrer par du mouvement. Par exemple, tu peux écouter ta meilleure playlist. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, tu vois, mais ça, c'est trop fort, du coup, parce qu'il est 5h. Tu vas pas réveiller ta femme avec ta meilleure playlist, mais tu vas lier en tout cas cette action. Il faut que ça soit facile. Et facile, ça veut dire que par exemple, si on a l'habitude de se réveiller à 7h, on va peut-être pas forcément faire un jump de 1 heure. Ouais. Tu vois. Et c'est-à-dire que 6 heures. Rendre la tâche facile. Mais ça veut dire que le réveil, on va peut-être commencer la première semaine à mettre 15 minutes avant. Et que ces 15 minutes avant pourront après se transformer en 30 minutes, 45 et puis après 1 heure. Il faut que ça soit facile parce qu'on a besoin de facilité dans ces changements qu'on veut mettre en place. Et puis après, il faut que ça soit satisfaisant. Et cette satisfaction, peu importe l'habitude qu'on met en place, elle va être diverse. Mais par exemple, peut-être justement pour celle-ci, ce serait de se dire qu'on a une méthode de tracking. Et c'est-à-dire que sur la semaine, on va essayer de pouvoir mesurer combien de fois je vais réussir à répéter cette habitude. L'être humain a besoin de ces petites cases à cocher. C'est ça, récompense immédiate. Et c'est-à-dire que j'ai réussi déjà à le faire lundi, mardi, mercredi. Ok, là il y a un peu un roll qui est en train de se faire. Jeudi, pareil. Et un des points aussi qu'il disait dans le bouquin, c'est de dire qu'on peut louper une fois. Mais pas 15. C'est ça, il faut que tu revoies ton habitude. Et que c'est peut-être pas justement ce qu'il faut faire, ou il faut revisiter un peu le choix et le process. Mais ce choix-là, de se réveiller un peu plus tôt, tu sais traquer. Et ça, c'est la 4e étape pour qu'on puisse renforcer une bonne habitude. Il y a le même process pour enlever une mauvaise habitude. Même chose, il y a plein d'autres choses super intéressantes dans le bouquin, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en tout cas, je me rappelle vraiment que ça a été des choses du coup que moi-même j'ai implémentées dans mon quotidien et que j'ai réussi à garder au final jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce process et ces petits hacks ont été mis en place grâce à ce bouquin. Donc, pour résumer, si vous avez envie de vous lever à 5h du matin, vous avez maintenant toutes les étapes. Et si vous voulez encore pousser ça encore plus loin, on vous invite à peut-être acheter ce livre et le découvrir par vous-même. Parce que les livres ont un pouvoir de changement qui sont très forts. Exact. Je suis pas du tout le grand des lecteurs, mais quand tu lis quelque chose qui est dans la bonne période de ta vie, qui est intéressant, qui est captivant, ça permet vraiment de pouvoir débloquer comme ça ces insights. Chaque livre bien sélectionné, en tout cas, où tu es sûr que quand tu vas l'ouvrir et quand tu l'auras terminé, tu auras appris quelque chose, c'est toujours une mine d'informations. C'est juste que je pense qu'il faut prendre le temps de pouvoir le faire.
Tu vois, et c'est pas toujours évident. Maintenant, il y a beaucoup d'autres solutions avec les livres audio. Mais clairement, arriver à prendre action sur ces petites choses qu'on peut découvrir dans la lecture, ça peut clairement faire une différence. Ouais. Et un peu le point final de ce livre, un peu le résumé du coup de tout ce qu'il a mis en place, c'est de se dire que les habitudes ne changent pas ta vie en un jour. C'est pas avec juste un seul changement que tu vas réussir à aller très loin, mais c'est ce changement qui va créer une nouvelle direction. Ouais. Et cette nouvelle direction, elle va déterminer là où tu vas. C'est un bagage que tu as avec toi et qui te quitte juste plus. Et c'est bien que tu le dises et que tu mentionnes le fait qu'une habitude ne change pas ta vie en un jour. Et surtout qu'une habitude ne se crée pas en un jour. Non. Tu vois, je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais à quel point est-ce qu'il faut pousser le process et le répéter sur un certain nombre de fois avant que ça devienne une habitude. Ouais, je sais plus si c'était une histoire de 14 jours ou... Non, moi j'ai plus en tête. Il me semble que dans le bouquin, justement, il le dit, c'était une histoire de 53 jours, je crois. 53 jours. 53 jours pour qu'une habitude puisse être intégrée sur le long terme. Et vraiment que ça fasse partie de toi, quoi. Ouais. Donc, il faut persévérer un tout petit peu. 53 réveils. 53 réveils. À 5h du mat. Puis après, vous l'avez, les gars. Ouais. Je serais curieux aussi, dans cet acheminement, peut-être pas justement pendant la période de Covid, mais est-ce que toi, tu as eu une autre habitude, quelque chose qui te frappe comme ça, qui te vient à la tête, qui t'a mis une certaine conscience derrière ton quotidien et derrière ton fitness? Écoute, non, même chose. J'ai pas de moment bien précis, parce que la période de Covid, évidemment, je pense qu'elle nous a un peu tous impactés, mais assez positivement, parce que c'était l'occasion de commencer à introduire davantage de mouvements et un peu plus de mouvements à l'extérieur, parce qu'on avait simplement pas accès à autre chose. Après, je l'ai vécu d'une autre façon, parce que c'était un peu la rencontre avec Marine. Donc, à ce moment-là, c'était exactement à ce moment-là. Et je pense qu'on a vécu presque une année cloîtrés ensemble. Et c'était bonheur fou, puisqu'on venait de se rencontrer. Donc, on a été forcés de passer énormément de temps ensemble, en quarantaine. Donc, ça a été incroyable. Mais donc, pas de prise de conscience à ce moment-là. Si je dois maintenant un petit peu réfléchir, ça serait potentiellement depuis la naissance depuis Ninon, où finalement, je me rends compte que... En fait, je me suis plus rendu compte que j'avais mis en place énormément d'habitudes, chose que j'avais pas spécialement pris conscience juste avant. Et c'est en ayant un élément perturbateur, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, et je m'excuse Ninon d'avance, si un jour tu réécoutes, tu n'es pas un élément perturbateur, mais ça a été un élément dans notre vie qui a fait que ça vient perturber un petit peu cet équilibre. Et c'est là que je me rends compte que finalement, il y a beaucoup d'habitudes qui ont été mises en place, qu'on peut en perdre, mais qu'on revient très rapidement. En tout cas, on essaie de très vite retourner vers ce qu'on a essayé d'établir au préalable. Ouais, c'est bien que tu dis ça, parce que c'était une des notes que j'avais justement aussi pour le podcast d'aujourd'hui, qu'un amateur se laisse abattre, pas des changements, tandis qu'un professionnel, il tient bon et que son système reste en place. Exact. Et tu vois, ça c'est le genre de réflexion où, encore une fois, je pense que c'est de la curiosité. On m'a toujours dit, depuis que je discute avec des parents, ou peu importe à l'époque, que évidemment que la routine va changer, évidemment que je vais pas savoir maintenir exactement les mêmes habitudes qu'à l'époque, mais je pense que de par cette curiosité, j'ai été curieux de jusqu'où est-ce que je pouvais malgré tout la maintenir. Tu vois, et encore une fois, on en parle, mais c'est le fait d'être curieux qui nous force à devoir agir comme on agit. C'est peut-être compliqué à le verbaliser, mais sans cette curiosité, sans cette volonté de vraiment, vous allez voir, oui, je vais être curieux, je vais savoir comment optimiser au mieux dans mon environnement. Comment, en tant que papa, est-ce que tu es capable de maintenir encore des entraînements? Comment est-ce que tu es capable d'élever ton enfant? Comment est-ce que tu es capable de faire toutes ces choses-là? Encore une fois, c'est la curiosité qui a fait que t'as pas le choix que de créer des habitudes, que de continuer à faire ce que tu fais et de revenir vers juste un fonctionnement... un équilibre. Un équilibre, exactement. Tu vois. Donc on en revient toujours et on n'y pense pas quand on nous pose la question, tiens, qu'est-ce qui change le plus ou qu'est-ce qui a fait quel est ton plus gros changement, ta plus grosse prise de conscience? On ne pense pas directement à se dire, c'est d'être curieux. On s'attend à avoir une action, de te dire, tiens, je me suis levé à 5h du matin. Oui, mais non, ça découle de tout ce qu'on a appris. Mais je pense qu'à l'essence même, je pense que c'est cette curiosité qui fait qu'on en arrive là. Ouais, parce que cette curiosité amène naturellement, comme on l'a dit aussi plus tôt, à toute une recherche et à de nouvelles choses. Et c'est vrai que pour replonger de niveau dans ces périodes,
ça a été aussi une possibilité pour prendre conscience de certaines choses. Ouais. Tu vois, cette conscience, cette self-awareness, elle s'est bâtie pour moi, en tout cas, précisément à ce moment-là, parce que de nouveau, c'est le moment où j'ai commencé à écrire un peu plus dans un journal, chose que je faisais pas du tout avant. Et tu vois, donc il y a cette introspection comme ça. Il y a de ces choses qui font que on va aller réfléchir, se poser et de voir pourquoi on fait telle action, pourquoi est-ce qu'on agit de telle et telle manière. Et donc, on se comprend mieux. On sait mieux qui on est. Et sans cette conscience, ben forcément, on ne peut pas ressentir les points qu'on a tendance à éviter, ou les différentes les choses qu'on met de côté, ou les excuses qu'on a peut-être tendance à se faire, parce que ça passe outre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas ce moment où on se pose, où on se dit « Ah tiens, genre, j'ai agi de cette façon, pourquoi ?» On prend plus le temps de le faire. Très peu. Non, parce que ça se cultive de niveau cette prise de conscience. Tu vois, c'est pas parce que on le fait pendant justement 53 jours et qu'après on le fait plus que ça se maintient. C'est quelque chose qui est au quotidien. Ouais, et que tu sens qu'à partir du moment où tu n'as plus, tu sais, on en parle souvent quand on est dans des moments où on a beaucoup et qu'on n'arrive plus à avoir ce moment de réflexion. Je sais que t'aimes énormément la clarté. Il y a des périodes de la vie où on ne saura pas l'avoir et on est OK avec ça. Mais par contre, du coup, il te manque ce moment où tu as besoin de te poser, tu as besoin de cette clarté, de savoir, de revenir à ta propre identité. Ouais. Et je pense que l'être humain est très très bon à créer des excuses, à rationaliser, à relativiser, mais à agir, c'est différent. Ouais. Et ça, dans le contexte dans lequel on est, de fitness, de changement, de performance, on est bien placé. Parce que forcément, on entend toute cette narration. Tu vois, cette narration, cette façon dont on réfléchit, dont on pense. Nous, forcément, parce qu'on est baigné dedans depuis des années, on peut le spotter à des kilomètres, tu vois. Pour certaines personnes, de niveau, s'il n'y a pas cette prise de conscience, ben, ce sont juste des paroles. Ce sont des choses que on va se dire pour rationaliser quelque chose qu'on ne fait ou qu'on ne fait pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, super intéressant parce que c'est très profond au final. Hein. Parce que là, on parle vraiment juste de son self-talk, la façon dont on se perçoit et comment on interagit avec notre environnement et les choix qu'on fait. Et ça, c'était un point qu'on voulait aborder ensemble sur ce podcast, que le fait de toujours honorer ses promesses et de faire ce qu'on s'est dit de faire, c'est un truc qui est très, très, très important dans notre perception d'accomplissement. Cette confiance qu'on a en soi, tu vois, c'est de se dire que on a cette capacité de pouvoir faire confiance grâce à l'action qu'on prend sur les choses qu'on se dit de faire. C'est un peu complexe. Ça. C'est un peu complexe, mais ça paraît compliqué. Mais finalement, quand on prend cette phrase dans sa manière la plus simple, de toujours honorer ses promesses, il y a déjà énormément de changements qui peuvent être produits à partir de là. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à l'exemple qu'on a cité un peu plus tôt, de dire qu'on essayait de pouvoir se lever plus tôt, moi je me replonge vraiment à ce moment-là où ça n'a pas été instinctif pour moi dès le début. Il y a eu plein d'échecs. Il y a eu plein de moments où mon réveil était 7 à 5h30. Snooze. On se réveille plus tard. C'est tellement simple. Tu vois, c'est tellement simple et personne ne le voit. J'étais célibataire à l'époque, donc Marie ne me voyait pas. Mais tu vois, mais ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a l'opportunité de faire tous les jours. Tous les jours, il y a ce reset. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cet exemple, parce qu'il est tellement fort. Et parce qu'on sait très bien qu'il y en a plein d'entre vous qui appuient sur ce bouton snooze. Qui devrait le supprimer. Et qui devrait pas exister, ce bouton. Mais c'est tellement, tellement vrai. Et ça regroupe vraiment l'exemple qu'on est en train de citer là, d'honorer ses promesses. Parce que c'est tellement simple. C'est tellement, tellement facile de se dire pas vu, pas pris, il n'y a rien qui s'est passé. En fait, t'as que deux options là. De le faire ou de ne pas le faire. Oui, c'est tout. Et là, pour le coup, un réveil à 5h30 qui se transforme en 6h, 6h30, peu importe le temps que vous snoozez. Je me rappelle que je me sentais tellement mal quand ça arrivait, tu vois. Tellement mal. Et
peut-être que c'est uniquement moi et qu'il y a peut-être d'autres personnes, tu vois, justement, qui passent foot de ça. Mais c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, j'en connais tellement qui s'en foutent. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, parce que je pense que ça m'allait tellement loin parce que c'était un choix que j'avais fait de me réveiller à 5h30 et que j'avais fail complètement. Ouais. Mais en fait, c'est un échec. C'est un contrat que tu signes avec toi-même et chaque fois que tu le déshonores, bah, tu prends une claque. Oui, mais tu vois, mais ça m'allait tellement loin parce que j'avais déjà développé cette prise de conscience. Et que je pense que du coup, les personnes qui ne l'ont pas, comme tu dis, tu vois, s'en foutent. Ouais. Ne vont pas alors vraiment rechercher cette recherche de OK, j'avais fait ce choix de me réveiller à cette heure-là, je ne l'ai pas fait. Quel impact ça génère? Ouais. C'est un mensonge. C'est de se dire qu'il y a eu une prise de décision qui, au final, n'a pas été aboutie. Et ça, c'est le pire ennemi, je pense. C'est le truc le plus destructeur qu'on puisse se faire. Ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça, comme tu dis, le fait d'en prendre conscience, mais ça peut. Mais je pense que tu en as beaucoup qui évitent aussi, d'en prendre conscience parce qu'ils savent qu'à partir du moment parce que c'est facile. Ouais. Et là-dessus, pour donner une toute petite astuce, c'est une astuce que moi que j'avais écoutée à l'époque, que j'avais entendue. Je ne sais plus exactement d'où ça venait. Je pense que c'est possible que ça venait de Nick Bare. La règle du 1, 2, 3. Tu vois, c'est une règle que j'applique encore à l'heure actuelle. Et c'est une règle qui te permet de pouvoir potentiellement t'aider à ne pas snooze, par exemple. Donc, c'est de se dire, moi, c'est une règle que je me répète. Et quand je décide de faire cette règle, c'est que je sais que je vais y aller et à aucun moment, je vais déshonorer cette règle. Okay. Si je l'applique, c'est que je le fais. Et donc, la règle, c'est la règle des 1, 2, 3. Donc, ça veut dire que quand j'ai quelque chose qui soit désagréable à faire ou que je n'ai pas envie de faire, simplement, je décompte ou je compte, peu importe. 1, 2, 3. À 3, je le fais. Si je me suis dit, je me lève, 1, 2, 3, je me lève. Et au bout, à 3, je dois faire ce que je me suis dit de faire. Ok, pas mal. Et ça peut être très très bête. Hein. Ça peut être, tiens, il n'y a plus d'eau dans le frigo, il faut aller chercher une bouteille d'eau. Flemme. Qui va chercher, qui descend, qui monte. Ok, 1, 2, 3, j'y vais. Ouais. C'est pas mal. À partir du moment où tu rentres ce petit hack, ben, ça peut changer énormément de choses. Je te et puis de nouveau, c'est une chose de connaître ce hack, ça en est une autre de l'appliquer. C'est de se dire, ok, genre, je prends conscience que là, actuellement, je suis en train de négocier avec moi-même. Ouais. Mais là, en fait, le fait de faire un décompte jusque 3, ben, tu négocies pas très longtemps. Mais ça, c'est ça qui est puissant. Parce qu'en général, les négociations avec soi-même, elles sont longues. Ouais, là, juste avec 3 secondes. Donc, c'est vraiment 1, 2, 3, les gars, go. Tu vois, tu fais. À implémenter. Non, c'est très bien ça. Voilà. Parce que c'est vrai que cette négociation, c'est un autre sujet là. Parce on parlait de mensonges, mais quelque part, c'est lié. C'est aussi quelque chose qui est destructeur. Parce que c'est toujours un conflit interne. C'est dans sa tête, tout seul, qu'on est en train de se... j'allais dire narrasser, mais c'est faire une narration. Ouais. Comment t'as dit? Narrer. Et qu'il y a juste du conflit, de la friction, de la perte de temps, et une perte d'énergie qui est en train de se faire. Ouais. Et pour beaucoup de personnes, ça engendre des changements de décision, des changements d'action, de l'inaction et beaucoup de frustration. Ouais. Et ça, je pense que c'est super important et c'est vraiment une opportunité pour pouvoir le dire ici dans ce podcast, que c'est au quotidien que ça arrive. Tous les jours, on va avoir cette possibilité de négocier, de trouver des alternatives pour romantiser tout ça, mettre un petit peu de miel à travers toute cette friction et les choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais il faut essayer de court-circuiter ça au maximum. Ouais. Au maximum. Et de nouveau, ça revient sur cette prise de conscience, parce que là maintenant, je me rappelle que c'est pas quelque chose que tu prends conscience tout de suite. De nouveau, il faut que ça se travaille, mais que au plus tu mets justement des mots ou des réflexions, de se dire, ok, là, Ben, tu es en train de perdre du temps. Ça m'est arrivé encore il y a quelques jours ici. Fatigue, des gros entraînements, tu vois,
toute une fatigue et un état d'esprit pour me dire, ok, je peux adapter. Je peux adapter un peu ce que j'avais prévu de faire. J'ai quand même une grosse séance de faire. J'en ai déjà fait une ce matin. Tu vois, il y a toutes ces petites paroles comme ça qui sont en train de se mettre en place. J'ai été marcher pour me dire, ok, il y a peut-être moyen de pouvoir prendre l'air et de peut-être trouver une autre solution. Ça a duré 10 minutes. Et c'est 10 minutes de perdu. 10 minutes de perdu. Ouais. Mais au final, j'ai fait ce que je devais faire. Ouais, mais t'as perdu 10 minutes. Mais j'ai perdu 10 minutes. Et 10 minutes, c'est précieux. Voilà, tu vois. Et donc, c'est vraiment super important de pouvoir mettre des mots là-dessus, quoi. Un autre point qui rejoint un petit peu aussi toutes ces choses est que à travers cette habitude qu'on a mis en place lors des entraînements, on a très tôt développé un certain amour pour l'effort. Mm-hmm. Et ça, je voulais discuter avec toi sur ce sujet. Comment est-ce que tu verbalises un petit peu cet aspect? Alors, l'effort. L'effort, je pense qu'on pourrait le définir de plein de façons différentes et on peut le percevoir de plein de façons différentes. En tant que jeune adulte, ou en tout cas en tant qu'adolescent à l'époque, on mettait de l'effort, mais je pense que cet effort n'était pas perçu comme un effort en tant que tel. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que quand je me replonge, même aussi en tant que jeune ado, parce que au final, c'est à ce moment-là que ça a commencé, tu t'en rends pas compte. Non. C'est tout des choix que tu vas réaliser. Je me rappelle des fois, je bossais jusqu'à 20 heures au Deleuze et c'était une grosse journée, donc j'avais pas le temps d'aller m'entraîner avant. Mais j'allais m'entraîner de 20h30 jusqu'à 22h30 et il n'y avait aucune question qui se posait jusqu'à la fermeture, jusqu'à la dernière minute, j'étais là. Puis après, je devais prendre le bus qui devait me ramener à Chaumont. De Chaumont, je devais encore pâter pour arriver jusque chez moi. Donc, tu vois, c'était toutes des process où peut-être maintenant, justement, avec plus de maturité, tu dis, là, je suis vraiment en train de mettre un gros effort, tu vois. Oui, bon, en tout cas, c'est du regard externe aussi. Ouais, c'est ça. Le regard externe, même chose. J'ai travaillé beaucoup en déménagement à l'époque parce qu'on avait une entreprise familiale. Donc, dans ma jeunesse, beaucoup en déménagement. Et même chose, tu vois, je terminais une journée de déménagement. Ben, je parlais avec les gars. Ouais, c'est bon, t'as déjà fait ton sport et tout. Non, mais je vais m'entraîner, c'est pas grave. Tu vois, ça me demandait pas. Ok, parfois on n'a pas envie, mais ça demandait pas un effort. Non, par contre, je sais plus exactement à quel âge, mais je me suis rendu compte quand même à pas mal de reprises que le fait de réaliser cet entraînement, que j'avais pas envie de le faire, j'allais créer un changement important. Positif. Ça, je me replonge vraiment qu'à ce moment-là, je savais que décider de quand même faire cet entraînement, parce qu'au final, c'était quelque part la seule chose dure que je devais faire à l'époque, tu vois. Quand t'es ado, t'as pas beaucoup de... Enfin si, il y a plein de paramètres qui peuvent être difficiles à ce moment-là, mais pour le coup, c'était moi avec les entraînements. Et que, sans me rendre compte à l'époque, ces choix ont cultivé ce goût pour l'effort. Ce goût pour l'effort, ouais. Tu vois, et que ces actions répétées à chaque fois, parce que ça arrivait forcément plusieurs fois, et puis après il y a eu d'autres contextes, il y a eu d'autres situations de vie aussi forcément qu'on doit faire face, et qui sont beaucoup plus difficiles que de juste se dire que on va aller faire un entraînement. J'avais déjà forgé ça. Ouais. En fait, c'est le sentiment de faire ce que d'autres ne font pas. Oui. Et c'est toujours ça, et c'est là que tu te rends compte, tiens, ce que je fais, finalement c'est un effort. Et que plein de gens ne le feraient pas. Oui. Et ça, de nouveau, cette prise de conscience, tu vois, cette recherche, cette curiosité, tout ça, eh ben, ça crée un caractère. Ouais. Si je devais définir un peu le caractère qui a découlé un petit peu là-dessus, c'est de se dire que peu importe l'inconfort, peu importe la difficulté, on fait. Et ça, tout le monde ne peut pas le dire. Non. Et je pense que du coup, nous, c'est à travers les entraînements qu'on a réussi à pouvoir percevoir ça, et que ce soit palpable et qu'on ressente que ce choix allait psychologiquement, physiologiquement, de façon interne, créer un renforcement positif. Ouais. Et ça, je pense que c'est beau et ça permet de créer cette force, tu vois, et de niveau, ça revient aussi avec cette confiance interne, de dire qu'on est capable de faire des choses et que ça ne vient pas comme ça de façon instinctive. C'est un acheminement, c'est toute une habitude à réaliser au quotidien qui fait que quand on a vraiment besoin d'avoir ce caractère face à des situations difficiles, face à une conversation qu'on doit confronter, on ne va pas l'éviter, on ne va pas envoyer un message, on va
regarder la personne droit dans les yeux, on va avoir une conversation et on va éviter le chemin facile. Ouais. Tu vois, c'est ça au final. C'est-à-dire que c'est éviter le confort, éviter la facilité de par cette culture pour l'effort. Bah, c'est un peu la tagline qu'on a depuis le début. Et c'est pour ça que quand on a voulu lancer le challenge, les 250 km, à fond. C'était la même chose. C'était à quel point est-ce qu'on peut rendre un chemin, une ligne droite inconfortable, un challenge inconfortable. Et c'était ça. C'était vraiment, on n'est pas là pour cultiver le facile. Tu vois, mais on n'est pas là non plus pour... on n'est pas là pour vous dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez dans votre vie doit être difficile. La vie n'est pas censée être dure. Elle va l'être parce que c'est la vie, elle est faite comme ça. Mais à contrario, il faut quand même arriver à la rendre facile, on doit la rendre simple. Parce que l'être humain va le faire de façon instinctive. Oui, mais il y a certaines choses qui finalement, tu te rends compte que si tu mets pas un petit peu du tien, il va pas se passer grand-chose. Et il y a une phrase d'Albert Einstein que j'aime beaucoup et qu'on entend très souvent, c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ouais, très connu. Et ça résume exactement ce qu'on vient de dire. C'est qu'il y a un moment où il va falloir faire quand même quelque chose d'un petit peu différent. Et ça passe par cette curiosité, ça passe par le fait d'être très conscient de ce qu'on a besoin et de ce qu'on a envie. Tu clôtures le sujet d'aujourd'hui parfaitement. Hein. Oui, tu l'as sorti au bon moment. Je pense que c'est pas mal. Et il y a encore juste une chose que je voulais aborder, et ça j'ai quand même eu le temps d'y réfléchir quand j'étais en vacances. C'était pas dans l'avion. Hein. Non, c'était pas l'avion, pas dans l'avion, pas du tout. Non, c'est une réflexion que j'ai eue de façon générale, et même j'ai eu un call avec une athlète qu'on suit, et c'est un peu à ce moment-là que j'ai eu cette réflexion-là. Le fait d'être un petit peu loin, parce qu'on a très vite tendance aussi à être dans un environnement qui crée des habitudes. Et si on ne prend pas une fois le temps de se poser, à prendre un peu de recul, on n'arrive pas toujours à se rendre compte si ces habitudes qu'on vient de mettre en place, si elles sont réellement bénéfiques, et si elles sont justes, et si elles sont saines. Et je pense qu'ici, depuis pas mal de temps, il y a pas mal d'habitudes qui ont été mises en place. On a nos entraînements, on a nos préparations, mais on vit un petit peu dans une... j'ai pas envie de dire une prison dorée, parce que c'est une très belle prison, mais un petit peu dans une bulle où on crée certaines habitudes. Et on en a même parlé hier, de par les habitudes qu'on est occupé à mettre en place, on n'arrive même plus à prendre le temps de sortir, on prend plus le temps d'apprécier des choses très très simples. Et ici, le fait d'être parti, tu te rends compte qu'en sortant de cette bulle, tu te rends compte qu'il y a encore pas mal de belles choses et qu'il y a moyen de cultiver. La discipline, c'est une chose, la motivation, ça en est une autre. Et là-dessus, on a tendance à vouloir aussi un peu les opposer. Motivation qui sert à rien, discipline qui prend le dessus, mais je pense qu'il y a un peu la place pour tout. Hein. Et revenir parfois à l'essentiel et vraiment prendre ce temps de réflexion sur savoir ce que vous avez vraiment envie, sur savoir si vos habitudes sont bonnes et sont saines. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir prendre. En tout cas, je vous souhaite de prendre ce temps. Ouais. Non, je ne peux que valider ce que tu viens de dire. Ça remet un peu le point sur... Toute cette conversation, qu'il y a eu plein d'informations. Je pense qu'on peut tirer de bonnes choses. Et que s'il y en a bien une à cultiver, c'est cette recherche de curiosité continue. Ouais, pensez vraiment que les habitudes que vous allez mettre en place, ce sont des habitudes qui doivent vous élever. Non. Si imaginons, là on a parlé par exemple de mettre un réveil à 5h du matin. Si vous vous rendez compte que mettre un réveil à 5h du matin, c'est juste impossible pour vous, ou en tout cas que ça ne fit pas dans votre emploi du temps, c'est pas parce qu'on le fait qu'il faut le faire. Parce que probablement que cette habitude-là, elle ne vous correspond pas, c'est peut-être pas le moment de le faire, et finalement vous allez plus creuser vos trous plutôt que de construire un peu brique par brique ces bonnes habitudes et cette bon environnement. 100%. Les gars, on espère que vous avez appris de bonnes choses sur cette conversation. Ouais. Et comme toujours, on élève le standard et ensemble. On espère que vous avez apprécié cette conversation. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker, activer cette notification. On le répète, mais vraiment, vu qu'on va continuer à publier de plus en plus, avoir chaque fois cette petite notif qui vous signale qu'on vient de balancer un nouvel épisode, ça fera toujours plus bien. Faites-en une habitude. J'ai que ça à dire. See you guys. C'est les gars, ciao.